La présentation que je vais vous faire se veut pas une démonstration technique. C'est c'est un partage, plus un partage d'expérience et ce que je vois de par mon expérience professionnelle dans d'autres métiers et puis ce que je vois aujourd'hui chez mes clients ou chez les fabricants. Euh, alors, la deuxième slide. Le thème, c'est des problématiques d'hier et d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Je dirais problématiques d'hier, celles d'aujourd'hui, plus celles de demain, parce que je pense que tous ceux qui aujourd'hui travaillent dans l'industrie voient que on a, on a des évolutions technologiques, mais surtout on a un partage d'anciennes, de nouvelles technologies, et en plus, il faut préparer ce que seront les technologies de demain. Donc ça complexifie la mise en œuvre des process à chaque fois. Je vous ai fait une petite liste, alors je ne vais pas forcément toutes lire, mais dans les hypothèses quand même fortes de ce qu'on voit sur la conception des produits ou des composants, c'est qu'on a une poursuite de densification et de réduction des distances entre les composants. On a un mix de petits et gros composants, alors des composants de plus en plus petits et certains composants presque de plus en plus gros, en tout cas sur des technos CMS. On a l'apparition de composants un peu mixtes, à la fois avec des broches en CMS, des connexions traversantes, donc des techniques sur lesquelles on n'est pas toujours très à l'aise pour trouver la bonne méthode de fabrication. Alors même si c'est un sujet qui maintenant n'est plus tout à fait nouveau, mais on a quand même petit à petit la mécatronique qui se développe. Et puis une multiplicité des matériaux en tout genre, des problèmes de tenue en température. Et puis, je l'ai mis en rouge, ça fera peut-être pas plaisir à certains, mais c'est quand même un constat général dans la profession, surtout dans les PME, une assez faible prise en compte des contraintes de fabrication lors des développements ou de l'industrialisation. Le tableau que je vous ai fait là, la présentation, elle n'est pas forcément très juste en termes de date, mais bon, globalement, dans les années 80, on avait 100% trad. Après, on a connu l'ère de la refusion plus le brasage à la vague, la double refusion avec du brasage manuel, la double refusion plus du brasage sélectif, plus du manuel et de plus en plus de cohabitation de gros et petits composants. Ce que je retiens surtout, moi, de l'évolution des produits, c'est la forte densification en particulier des cartes électroniques, des implantations maintenant indifférentes sur deux faces. Alors, quand je dis indifférentes sur deux faces, on va mettre des CMS et des traversants, des fois là où on a la place et là où on a besoin de les mettre d'un point de vue conception mécanique du produit. On a de plus en plus de formes complexes des PCB, des découpes, des trous, des choses qui nous rendent la vie un petit peu plus difficile sur les chaînes de production. Bon, je me répète un peu, mais les faibles distances entre composants, cohabitation petits gros composants, des problèmes d'accessibilité et de plus en plus de contraintes liées à des masses thermiques. Alors, quand on parle brasage, je pense que ça vaut le coup de se dire finalement à quoi ça sert tout ça. Ça sert à réaliser des brasures. Et une brasure, ça sert qu'à assurer la tenue mécanique du composant et la conduction électrique entre le PCB et la broche. Donc, quand on fait des opérations d'assemblage de composants, quand on brasse des composants, la préoccupation première, c'est quand même le bon fonctionnement et la fiabilité du produit. Donc, à travers un process automatisé, on a de façon sous-jacente cette préoccupation de fiabilité qui doit être forte. Quand on parle fiabilité, moi j'y vois plusieurs points. Donc, si on reprend
le critère numéro 1 qui est la bonne tenue des composants et le critère numéro 2 qui est la bonne conduction électrique, c'est déjà d'une part avoir un process de fabrication qui nous permet de réaliser une bonne qualité d'intermétallique sur la brasure. Donc là, l'intermétallique va à la fois assurer le 1 et le 2, une bonne qualité de la structure métallurgique. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la métallurgie, mais la littérature et les gens compétents dans le domaine sont tous d'accord pour dire que l'homogénéité de la structure métallurgique intervient de façon forte dans la résistance mécanique et dans la fiabilité des produits. On va chercher à avoir des bons remplissages des trous métallisés, ne serait-ce que pour se mettre en conformité avec les contraintes IPC. On va chercher aussi à ce que les résidus de flux ne créent pas de perte d'isolement ou d'électromigration, de corrosion. Donc, vous voyez que ça fait quand même un certain nombre de critères sur lesquels il faut être vigilant et sur lesquels la répétabilité à la fois de la brasure grâce au robot, au fer qui est embarqué ou d'autres moyens, si c'est d'autres moyens utilisés, et le fil utilisé sont importants. Si on reprend un petit peu, alors de façon très succincte, les points de vigilance pour s'assurer de la fiabilité, de la conformité à l'IPC A610 en particulier, l'interface PCB alliage, l'interface alliage broche, donc nos deux intermétalliques, un bon remplissage du trou, un bon mouillage sur toutes les parties qui nous permet d'avoir un visuel sur la qualité de la brasure, et puis une bonne structure métallurgique qui nous permet aussi de penser que la brasure sera fiable. D'où l'importance, parce qu'un process, c'est jamais un élément tout seul, c'est forcément un ensemble de choses, mais sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les présentations qui vont être faites, qui sont quand même centrées sur un robot avec un fer à braser, l'importance du couple robot-fil est primordiale, parce que si on a un fil qui fonctionne pas, on a beau avoir le meilleur robot du monde, il se passera rien de bien, et vice-versa. Donc les points de vigilance pour moi sur le choix d'un outil, le choix d'un robot, ça va être le fait que le robot puisse reproduire rigoureusement la position de la panne. C'est-à-dire que si la panne, elle doit arriver avec un angle donné, à un endroit donné, avec une vitesse donnée, il faut que le robot soit capable de reproduire le fait que la panne vient toujours au même endroit, de la même façon, pour la répétabilité du process. Évidemment, transmettre efficacement la chaleur à la réalisation du joint. Donc, attention au temps de contact, pas vouloir aller trop vite non plus. Donc, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais le flux, il doit désoxyder efficacement, permettre un très bon mouillage. Autant quand on fait du brasage manuel, l'opérateur est capable quasiment en temps réel d'ajuster son geste ou de nettoyer la panne ou de faire quelque chose de particulier pour reprendre un process qui fonctionne bien. Le robot, lui, s'il est programmé pour nettoyer la panne toutes les 50 brasures ou toutes les 3 quarts, à ma connaissance, il n'y a pas de robots aujourd'hui qui sont capables de décider sur un événement d'aller faire quelque chose qui n'était pas programmé. Et puis, si on peut avoir des fils qui laissent pas trop de résidus, en tout cas qui font pas d'éclaboussures de flux, c'est important. Et puis évidemment, l'alliage doit permettre de réaliser un joint fiable. Quand je parle d'alliage, c'est la composition métallurgique de l'alliage. On voit aujourd'hui des alliages avec ce que certains appellent des poudres de perlimpinpin, je ne sais pas si le terme est bien approprié, mais des petits compléments avec différents matériaux en très petite quantité qui apportent des propriétés à la fois sur ou le mouillage ou en tout cas la structure du joint pour que ça soit solide. Je vous ai fait une petite étude de cas.
alors qui est très basique, hein, sur ce qui pourrait être une problématique d'implantation. Et j'ai fait le choix de faire cette comparaison-là entre, par exemple, une buse de vague sélective et un robot de brasage avec un fer. Donc, avec une buse de brasage de vague sélective, on va avoir un diamètre entre donc le diamètre extérieur de la buse, l'écoulement de l'alliage, plus les tolérances nécessaires à la répétabilité du process. On va avoir, dans un certain nombre de cas, qui sont assez fréquents, dus justement à la densification et l'industrialisation des produits, des incompatibilités qui font que si on brasse certains composants sélectifs, par exemple les CMS qui seront dans la zone de sécurité, risquent d'être touchés et donc soit les enlever, soit faire des choses qui sont pas très bonnes au process. Et on peut estimer qu'avec un fer, ces distances ne vont pas, ou en tout cas beaucoup moins poser de problème. Puisqu'on va être capable d'amener le fer à peu près à l'endroit où on veut et de la façon dont on le souhaite. Donc, malgré une proximité forte d'un joint, compte tenu de l'angle à laquelle on va amener, alors, je l'ai mis arbitrairement autour de 45 degrés, ce qui est, je pense, quelque chose de pas idiot quand on fait du brasage, mais le robot peut être aussi configuré pour mettre une panne à plus que 45 degrés ou à moins de 45 degrés et amener le fil en face. Donc, un des premiers points qui peut faire la différence quand on veut automatiser un process par rapport à certains équipements, et moi je me suis jamais caché que j'aimais bien les vagues sélectives dans des process, je trouve que c'est des outils efficaces, mais quand on a des problématiques d'accessibilité, le fer répond à cette contrainte. Le robot répond à cette contrainte. De la même façon que si on a des composants sur plusieurs faces, si on a des composants, par exemple, sur la face top et puis des composants déjà installés sur la face bottom, il y a des endroits où la buse ne pourra pas passer et il faudra une certaine distance de sécurité pour qu'on puisse braser dans de bonnes conditions, ce qui est malheureusement pas toujours le cas. Alors qu'avec un fer, on va pouvoir amener la panne et le fil avec des choses beaucoup plus faciles. Je vous ai fait un tableau que vous consulterez sur la présentation qui vous sera transmise. Un certain nombre de choses qui sont alors c'est pas une liste exhaustive, hein, évidemment, mais qui me paraissent être pertinent dans la réflexion et dans le choix d'un process. Sur du brasage manuel, on va avoir un certain nombre d'inconvénients qui sont liés à la répétabilité du process et à la variabilité due au fait que c'est des humains qui font les opérations. Alors quand je dis variabilité, ça va être aussi bien la variabilité d'une même personne, parce que le matin ou le soir, elle va pas forcément avoir le même geste, le lundi ou le vendredi, ou suivant les situations, et puis la variabilité d'une personne à l'autre. Et puis, c'est quelque chose qu'on entend maintenant à peu près dans toutes les entreprises, les gens qui sont compétents en brasage manuel, c'est devenu une compétence rare. Donc, compétence rare plus variabilité peut amener, dans certains cas, à se dire l'automatisation peut être une porte de sortie. Bon, le brasage à la vague, même si il y a de nombreuses années, on nous prédisait que le brasage à la vague aurait disparu avant les années 2000, il y a toujours des vagues qui sont vendues, donc ça reste un outil qui peut être pertinent dans certains cas. Bon, l'inconvénient, c'est que faut que les cartes soient adaptées.
On est sur du mono-alliage. Quand la vague est chargée avec un alliage, on ne va pas s'amuser à changer de pot ou avoir plein de pots différents. Et puis, il y a une maintenance importante qui fait que ce n'est pas toujours un process très, très sympa à mettre en œuvre. Sur du brasage sélectif, dans les avantages, les très gros avantages du brasage à la vague sélective, c'est qu'on a des très faibles résidus, on a des cartes très très propres dues à l'utilisation de l'azote et donc très peu de flux. On a en général des très bonnes productivités. L'inconvénient, c'est qu'il faut impérativement de l'azote, alors soit un générateur autonome, soit des bonbonnes d'azote quelque part ou des bouteilles. On est aussi souvent sur de mono-alliage, et puis il faut quand même que la carte soit à peu près industrialisée pour permettre le brasage sélectif, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis sur du brasage automatique avec un robot et un fer, on a dans les avantages aussi la répétabilité, la possibilité d'utiliser l'alliage souhaité, puisqu'on peut changer de bobine quand même très facilement. On peut braser sur plusieurs plans possibles, c'est que le robot peut faire une brasure, par exemple au niveau 0 d'un produit, et puis au niveau -10 ou au niveau +10. Par exemple, quand on a de la mécatronique, c'est intéressant. Ça peut se mettre à peu près n'importe où dans le process. Et puis, on peut traiter quand même une variété de cas intéressantes. L'inconvénient, c'est qu'il faut, en général, des outillages impérativement pour le maintien des composants. Et c'est quand même plutôt adapté, compte tenu de la programmation, à un mix produit plutôt pas trop important. Et puis, avec un peu de volume, c'est mieux si vous faites 500 références de 5 cartes. Je sais pas si le robot c'est évident que ça, mais ça reste à réfléchir. Un autre aspect de voir les choses, c'est sous l'aspect production, productivité. Alors, je vous présente pas les calculs que j'ai faits. Je pense qu'ils sont pas déconnants, si je peux le dire comme ça. Je suis parti d'une hypothèse d'une carte qui est en double refusion CMS. On aurait 10 composants traversants qui représenteraient 40 points brasés. Le temps d'insertion moyen, alors j'inclus dedans un certain nombre de choses, mais le temps d'insertion moyen d'un composant, je l'ai estimé autour de 7 secondes. Et le temps moyen par brasure, je l'ai estimé à 4 secondes, y compris les mouvements, le nettoyage de la panne, ainsi de suite. Le temps de programmation et de mise au point pour les 40 points brasés, pour valider l'outillage, je l'ai mis arbitrairement à 2 heures. Et puis un coût d'outillage à 1 000 € pour inclure un certain nombre de choses dans mes calculs. J'ai pris en compte des temps de setup, manipulation, donc rendement. J'ai estimé qu'il y a un technicien méthode qui était 25% du temps affecté au process pour des questions de coûts. Enfin, donc, je l'ai intégré dans mes coûts, qui va faire de la programmation, de la maintenance, du support technique. Bon, alors ça peut être un technicien maintenance, ça peut être un opérateur, peu importe. Je suis parti sur une base de travail en journée, 1500 heures par an à peu près. Et important, ce calcul, il est fait hors amortissement du robot. Donc, ce calcul-là, je ne prends pas en compte le fait que le robot, je dois le payer. Mais je vous présenterai une étude de cas où j'en tiens compte. Donc, en gros, dans le calcul que j'ai fait, si on produit, si on regarde en fonction de la taille des lots produites, globalement, sur mon exemple, le temps de réalisation, enfin le coût de réalisation plutôt, pas le temps, le coût commencerait à devenir intéressant un petit peu au-delà de 500 cartes. Donc autour de 600 cartes, le robot prendrait l'avantage encore une fois, sur le cas qui nous intéresse. Si on prend le même calcul, mais que j'enlève le temps de programmation, c'est-à-dire que je refabrique un lot, du coup, le robot prend l'avantage des 20 cartes. En partant du principe qu'on a évidemment du temps masqué entre l'insertion et le robot. Mais dès 20 cartes, hors programmation,
Le manuel peut être pertinent en termes de coût jusqu'à une vingtaine de cartes. Au-delà, le robot prend l'avantage. Et on voit que on va avoir quelque chose qui peut aller jusqu'à 25% de gain, même voire plus. Par contre, sur le temps de cycle, donc quand je parle de temps de cycle, c'est-à-dire j'ai 1000 cartes à produire, je démarre le chronomètre, je fais les 1000 cartes à la main et je démarre le chronomètre et je fais les 1000 cartes avec un robot. En fait, le temps de cycle est donc à peu près tout le temps plus court que le manuel pour aller jusqu'à, je me répète, mais sur l'exemple qui nous intéresse, jusqu'à pratiquement 45% de gain de temps de cycle. Donc, je connais pas beaucoup de responsables de production, que j'ai été dans une autre vie professionnelle, qui sont pas sensibles au fait qu'un lot va finir 2 fois plus vite, ou quasiment 2 fois plus vite, avec un moyen ou un autre. Un autre aspect de calcul, alors j'ai repris des éléments un peu différents et je suis parti arbitrairement sur le fait qu'un opérateur de production coûtait à peu près 35 € de l'heure, que le surcoût du robot hors amortissement était à peu près de 3 €, donc c'est quelques mètres carrés de plus, c'est un petit peu d'électricité en plus, c'est un petit peu de tout en plus, mais sur le taux horaire, je dis que le couple robot opérateur, il va coûter 38 € au lieu de 35, que l'investissement de départ, robot plus outillage, j'ai mis 70 K €, 1500 heures de travail. Et je pars aussi du principe que grâce au robot, on a quand même un gain global de productivité que j'estime autour de 10% grâce à la répétabilité et l'amélioration globale qui fait qu'on va supprimer peut-être un peu de contrôle après, on va faire les choses un peu différemment. Si donc j'ai fait cette comparaison avec une hypothèse de brasage en temps masqué par rapport à l'insertion des composants. Et donc si on est capable d'avoir 100% de temps masqué sur le brasage, donc le temps d'insertion et le temps de brasage sont équivalents et en fait l'opérateur passe l'essentiel de son temps à insérer des composants, on peut avoir un retour sur investissement sur un monoproduit, on a fait le programme au départ et puis après on fait toujours le même produit, on peut avoir un retour sur investissement pratiquement avant la fin de la deuxième année, y compris si on a 90% de temps masqué. Et après, moins il y a de temps masqué et moins la rentabilité est évidente. Mais vous voyez que même si on fait l'hypothèse que le robot va vivre 10 ans, même à 30% de temps masqué, encore, on arrive au bout de 10 ans à quelque chose d'à peu près équivalent, mais on aura gagné. Excusez-moi. Je peux m'excuser, j'avais pris l'autre téléphone pour l'arrêter. Donc, le retour sur investissement, même avec des taux de travail en temps masqué qui sont pas, alors que j'ai mis une hypothèse raisonnable entre 60 et 30%, mais on voit quand même que ça reste intéressant. Donc, dans les avantages robots, moi, j'y vois la réduction du temps de cycle, donc des gains de productivité, un retour sur investissement qui peut être assez rapide selon les configurations, une bien meilleure répétabilité que le brasage manuel, ça supprime en très grande partie la variabilité des opérations humaines, ça peut être mis en ligne facilement, ça peut être mis assez facilement n'importe où dans le process et ça peut s'adapter à des configurations variées. Les inconvénients, ça nécessite une ressource quand même un peu compétente à la programmation. Quand je dis compétente, c'est que faut quand même quelqu'un qui sache bien braser et programmer le robot. Le ROI sera difficile à obtenir si le robot est faiblement utilisé. Bon, ça peut paraître évident, mais c'est le cas. Nécessite un outillage par produit, c'est quasiment obligatoire. Il faut faire attention à l'usure des pannes, c'est-à-dire que comme c'est automatique et une fois que le robot est parti, si tout d'un coup le brasage se met à pas fonctionner à cause d'une panne qui serait un peu usée, c'est embêtant. Et le choix du fil est vraiment très important. Je ne vais pas tout vous lire, c'est un petit clin d'œil pour Noël, ma lettre au Père Noël sur qu'est-ce que serait le robot idéal. Vous
vous en prendrez connaissance, mais quand même, il faut que le robot il assure la répétabilité, la fiabilité de ce qu'on a à faire. Donc, Elmit et Elmotech vous présenteront les solutions qui sont proposées à travers CPELEC. Donc, en résumé, un robot de brasage, c'est pas un équipement miracle, hein, ça travaille pas tout seul, ça fait pas tout bien, mais ça a sa place dans un process pour garantir la répétabilité. Ça va permettre de s'affranchir de faibles distances quand d'autres process ne permettent pas de le faire. On voit un certain nombre de solutions qui émergent, de gens qui mettent des robots avec un fer derrière une machine de brassage sélectif pour venir faire le complément de ce que la vague sélective n'a pas su faire à cause des distances. Ça permet de réduire les temps de cycle, les coûts donc en fonction des quantités fabriquées. Et donc l'automatisation permet quand même de bien améliorer la fiabilité des assemblages. J'ai fini ma présentation. En conclusion, on automatise pour faire des gains de productivité, réduire les temps de cycle, réduire la variabilité des process et s'affranchir des opérations humaines. Si vous prenez en compte tous ces axes de réflexion pour un éventuel investissement, je pense qu'il y a peu de risque de pas faire le bon choix.